Vous avez sans doute entendu parler d'un, on peut dire, enfin il est géographe à la base, Jared Diamond, dont 2 livres ont été traduits en français, peut-être même plus, mais les 2 qui nous concernent aujourd'hui. L'un qui s'interroge sur l'origine de l'inégalité parmi les civilisations, j'ai plus le titre exact en tête, et puis un autre qui est sur l'effondrement de certaines civilisations, le collapse, etc. Bon, j'ai plus les titres exacts en tête, mais c'est surtout le premier qui peut être intéressant aujourd'hui. Il s'interroge à propos de cette question: comment se fait-il que, alors qu'à la fin de l'époque glaciaire, c'est-à-dire, disons, il y a 15 000 ans environ, à peu près toutes les sociétés humaines en étaient au même stade, c'est-à-dire de niveau de civilisation comparable, les chasseurs-cueilleurs, bien entendu, puisque l'agriculture n'existait pas encore. Comment se fait-il que certaines soient devenues ce que nous connaissons aujourd'hui, la civilisation moderne, alors que d'autres en sont restés à l'âge de pierre? Et c'est reposer la question du déterminisme naturel, le déterminisme auquel on a fait dire à peu près tout et n'importe quoi, mais donc le déterminisme revisité de manière souple et très intéressante, parce que si c'est dans l'ancien monde que les plus anciennes civilisations sont apparues, ça a un rapport d'abord avec la forme du continent, qui est allongé est-ouest, et ce qui permet, sans changer fondamentalement de climat, de circuler dans des conditions grosso modo comparables, c'est-à-dire en gardant à peu près le même mode de vie. Tandis que dans le cas de l'Amérique, des Amériques, avec un allongement nord-sud, au contraire, se déplacer du nord vers le sud, ça, immédiatement, vous avez des changements climatiques importants qui font que vous ne pouvez pas garder les mêmes techniques. Donc, ça fait un frein à la communication des cultures. Donc ça, c'est une raison pour laquelle les contacts entre sociétés humaines ont été facilités dans l'ancien monde. Une autre raison, et là c'est vraiment la nature n'était pas exactement la même partout, c'est une évidence, mais entre autres, il se fait que les céréales naturelles, parce qu'à l'origine le blé, l'orge, etc., sont des espèces naturelles. Les céréales exploitables par la suite et développables en espèces cultivées étaient proportionnellement beaucoup plus abondantes au Proche-Orient et sur les marges, aussi bien en Asie orientale qu'au Proche-Orient, de régions sèches et de régions plus humides, puisqu'il y a des déserts aussi par là. Sur ces marges, il y avait des céréales exploitables beaucoup plus qu'ailleurs. Donc ça a facilité la domestication de ces espèces-là. Un autre élément, alors concernant la domestication des animaux, il se trouve que les animaux domesticables, et grosso modo, ça implique un certain ordre de grandeur pour les mammifères, eh bien, les espèces domesticables étaient beaucoup plus nombreuses en Eurasie que dans les autres continents. Par exemple, pour l'Amérique, on cite le lama, mais on n'est pas capable d'en citer beaucoup d'autres. Et en Australie, très peu. Et donc, cela, le livre de Diamond le détaille, vous pouvez y trouver des quantifications intéressantes. Donc, les conditions étaient plus favorables, effectivement. Et ça n'est pas du déterminisme tiré par les cheveux, en y ajoutant que la disposition géographique des continents faisait que certaines aires
ont facilité les contacts. Et notamment pour ce qui est du Proche-Orient, c'est par là que devaient passer forcément les peuples issus de l'Afrique. L'espèce humaine est issue de l'Afrique, quand elle s'est répandue, parce que c'est une espèce migratrice. Enfin, les espèces, elles étaient plusieurs au départ, c'était des espèces plus migratrices que d'autres, et elles passaient par là. Et c'est des contacts entre sociétés différentes que naissent des synergies. Voilà, ça c'est la thèse de Diamond. Et moi qui suis vraiment pas déterministe, je la trouve très convaincante. Bon, le livre continue sur des périodes plus récentes. Entre autres, cette question, comment se fait-il que Cortés, avec 400 hommes, fasse tomber l'empire aztèque, qui était une civilisation brillante, avec des dizaines de milliers de guerriers? Eh bien, la nature y a mis du sien. C'est aussi Diamond le détail, et en particulier les pathogènes, les maladies que les Européens ont apportées avec eux et qui ont décimé les Indiens. Voilà. Bon, c'est donc un livre très intéressant, de l'origine de l'inégalité entre les civilisations. Depuis cette naissance de l'agriculture jusqu'à aujourd'hui, avec des hauts et des bas, avec des bas terribles parfois, comme le temps de la peste noire en Europe à la fin du Moyen-Âge, la civilisation n'a cessé de se développer, et pour l'agriculture, elle est devenue ce qu'on appelle l'agriculture intensive, qui est une agriculture insoutenable, non soutenable, qui est critiquée de nombreux points de vue, y compris ce qu'on appelle la thèse de la décroissance, c'est-à-dire que nous ne pourrions survivre à long terme que par la décroissance, donc abandonner le credo de la croissance, et même la critique du développement, la critique de l'expression développement durable, dans laquelle beaucoup d'écologistes n'entendent que développement plutôt que durable. Seulement, il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que d'ici un demi-siècle, il va falloir nourrir 2 à 3 milliards d'êtres humains supplémentaires. Il va falloir nourrir. Donc, il va falloir développer encore l'agriculture. Et nous savons maintenant que ça ne peut pas être la forme d'agriculture intensive que nous avons connue jusqu'à présent, parce qu'elle n'est pas soutenable à divers égards, parce qu'elle consomme trop d'énergie, elle pollue trop, etc., elle abîme les sols, elle provoque l'érosion des sols, etc., etc. Bref, une agriculture insoutenable à laquelle il faut substituer une autre forme d'agriculture capable de forte production. Il ne s'agit pas de produire moins, parce que s'il s'agissait que de cela, eh bien, on pourrait retourner à des méthodes plus anciennes. Ça n'est pas possible. D'où la recherche de formes d'agriculture qui soient à la fois compatibles avec une viabilité de longue durée et une production accrue. Donc l'un des livres que je fais circuler, celui de Michel Griffon, qui nous parle d'une agriculture écologiquement intensive. C'est un des noms que l'on donne à ces formes d'agriculture qui paraissent non seulement souhaitables, mais inévitables à terme, qui devront succéder à l'agriculture intensive d'aujourd'hui. Donc l'idée fondamentale de cette agriculture écologiquement intensive, ou bien la permaculture dont on nous parlera tout à l'heure, ou enfin bref, il y a plusieurs appellations, et ce n'est pas toujours exactement les mêmes recettes, mais il y a quand même des idées fondamentalement les mêmes. Il faut d'abord respecter davantage la nature, les processus naturels,
Par exemple, Griffon va parler de bio-inspiration, c'est-à-dire chercher dans la nature elle-même les méthodes. Bon, les méthodes, c'est à nous de les développer, mais l'inspiration peut nous venir, doit nous venir de la nature elle-même. Biomimétisme, c'est-à-dire que ces méthodes que nous appliquerons doivent mimer autant que possible les processus naturels eux-mêmes. Donc il s'agit à la fois d'amplifier ces processus naturels pour les rendre plus productifs. Il s'agit en même temps de complexifier au lieu de simplifier, comme l'a fait l'agriculture intensive moderne, l'agriculture moderne, qui est dans l'esprit moderne, la modernité dans son ensemble, participe d'une manière de penser simplificatrice, c'est réduire à l'élément le plus simple. Donc c'est une démarche analytique, la démarche moderne est analytique. Par l'analyse, vous dégagez l'élément simple et vous agissez simplement. Donc c'est à la fois uniformisant à l'échelle de la planète, mais à la fois dans l'espace, mais également à tous égards, c'est-à-dire dans les méthodes aussi. Donc à cette agriculture moderne uniformisante, il faut substituer une agriculture diversifiante à tous égards aussi. Ça touche aussi à la question de la biodiversité, qui n'est pas simplement une idéalisation de la nature, mais qui est techniquement, les agronomes nous montrent que une agriculture durable doit être diversifiée parce que justement de l'association de plantes diverses peut naître une plus grande résistance des plantes aux formes de vie qui les attaquent, des champignons, des insectes, etc. Bon, donc la diversification, la biodiversité en elle-même est un élément de viabilité. Cela va, donc, la diversification, c'est l'inverse de uniformisation. Et puis, intégration, intégrer les divers aspects de la vie, dans tous ces aspects, c'est-à-dire à la fois de production, de consommation, etc., intégrer au lieu de séparer, au lieu par une méthode analytique. Donc l'intégration, c'est l'inverse d'une démarche analytique moderne. Par la complexification et l'intégration, on doit développer une agriculture plus soutenable. Cela va avec davantage d'autonomie à tous les niveaux, au lieu de dépendre d'un système mondialisé, uniformisateur, il faut développer cas par cas, donc c'est une forme de casuisme, on pourrait dire, cas par cas, à toutes les échelles, c'est-à-dire à l'échelle d'une exploitation, à l'échelle d'une région, etc., etc. Intégrer localement, ce qui veut dire que, par exemple, à l'échelle d'une exploitation, c'est plus d'autonomie au lieu de dépendre, comme l'agriculture moderne l'a fait, faire dépendre chaque exploitation de systèmes qui les dépassent et qui aboutissent finalement à détruire les exploitations individuelles. Voilà. Bon, ça c'était pour rappeler simplement les grandes lignes, je n'insiste pas, on va voir des exemples plus concrets tout de suite.